S'il est le quartier le plus emblématique de Paris aux yeux de la plupart des touristes, Montmartre n'a pourtant été intégré à la capitale qu'en 1860. À ce moment-là, il s'agissait d'un village de 36 000 âmes où les belles maisons et les cabanes en bois d'artistes maudits et de sans-abri se partageaient le terrain et où les moulins profitaient du vent d'altitude pour moudre le blé. L'endroit était également prisé pour ses cabarets et ses carrières de gypse exploitées 2 millénaires durant qui fournissaient le plâtre aux maçons parisiens. Le funiculaire de Montmartre est depuis 1991 un ascenseur incliné automatique comprenant 2 cabines permettant de monter au sommet de la butte Montmartre et d'accéder ainsi à la basilique du Sacré-Cœur. Ouvert en juillet 1900, il a été entièrement rénové en 1935 puis en 1991. Long de 108 mètres, il gravit les 36 mètres de dénivelé en moins d'1 minute 30. Géré par la RATP, l'opérateur des transports en commun parisien, il transporte 2 millions de voyageurs par an. La basilique du Sacré-Cœur, dite du Vœu national, située au sommet de la butte Montmartre, est un édifice religieux parisien majeur dont la construction fut décrétée par une loi votée par l'Assemblée nationale en juillet 1873. Depuis toujours, la colline de Montmartre a été un lieu de culte. La faible clarté intérieure du Sacré-Cœur est compensée par l'éclat d'un décor saturé où la mosaïque domine, des murs au mobilier liturgique. L'architecte choisit délibérément la mosaïque au détriment de la fresque. Très prisée, cette technique était en outre moins vulnérable à la forte humidité des lieux. Le décor n'est mis à jour qu'en novembre 1923. Le travail considérable a nécessité la réalisation de multiples esquisses et dessins préparatoires, repris et agrandis puis transmis aux mosaïstes. L'équipe relève en un temps record une véritable gageure technique. En 3 mois, 5 hommes parviennent à couvrir une surface totale de 473 mètres carrés d'un seul tenant, soit 25 000 tesselles et plus de 68 tonnes. La mosaïque résume symboliquement l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur. Au centre, un Christ monumental montre son cœur et étend ses bras protecteurs sur le monde chrétien. La vigne de Montmartre, dont le nom officiel est le Clos Montmartre, est une vigne plantée sur la butte. Au XVIe siècle, les habitants de Montmartre, localité située alors hors de Paris, sont principalement laboureurs vignerons. Les vignes sont cultivées du sommet de la butte jusqu'aux plaines environnantes. Au XVIIe siècle, le vin de Montmartre est un petit vin réservé à la consommation locale. En 1933, la ville de Paris, répondant aux vœux de la société Le Vieux Montmartre, crée le Clos Montmartre en plantant 2000 pieds de vigne. La cueillette du raisin ne donne pas lieu à une manifestation publique particulière. Il est pressé dans les caves de la mairie du 18e arrondissement. Chaque année au mois d'octobre est organisée à Montmartre une fête des vendanges avec un défilé réunissant les associations montmartroises et des confréries vinicoles de province invitées. Le vin est alors vendu aux enchères, le bénéfice revient aux œuvres sociales de la butte. Le Lapin à Gilles est l'un des plus vieux cabarets de Paris, né au milieu du XIXe siècle et fréquenté par des artistes célèbres tels que Picasso, Maupassant, Apollinaire ou plus récemment Brassens. C'est en 1869 que cette petite bicoque prend le nom de cabaret des assassins. La raison, les gravures accrochées sur ces murs représentent des assassins célèbres. Quelques années plus tard, en 1880, le propriétaire de ce cabaret, déjà fréquenté par de nombreux artistes, confie au caricaturiste André Gilles, familier des lieux, la confection d'une enseigne. Ce dernier choisit de peindre un lapin vêtu d'une redingote s'échappant de la marmite qui lui était destinée. Le cabaret devient alors connu sous le nom de Lapin à Gilles, bientôt transformé en Lapin à Gilles. La notoriété de la Petite Maison Rose nous vient de la présence de nombreux artistes dans ce quartier, cœur de l'activité artistique au tournant du XXe siècle.
Ainsi, c'est grâce à une toile de Maurice Utrillo, La Petite Maison Rose, datant probablement des années 1900, que le monde s'est pour la première fois intéressé à la bâtisse. C'est au tournant du XXe siècle que Laure Gargialo, modèle pour Picasso, épouse du peintre Ramon Pichot et amie des grands artistes installés à Montmartre, rachète la maison, la peint en rose et y ouvre une petite cantine familiale pour ses amis artistes. En achetant les deux moulins de la rue Le Pic, le Buttefin et le Radet en 1809, la famille Debray était loin de se douter que leur petit coin de campagne montmartrois entrerait dans la légende. En 1834, les moulins Debray voient leur activité flancher face à la concurrence et se reconvertissent dès lors en bal populaire. Connu d'abord sous le nom de bal Debray, il change d'appellation en 1895 pour s'appeler le Moulin de la Galette. Le succès est immédiat. Tous les dimanches et jours fériés, la clientèle s'y presse pour danser la polka, le quadrille, le chahut, le cancan et le French cancan. D'abord guinguette à ciel ouvert, une salle de bal fermée est par la suite construite. À partir des années 1900, le Moulin de la Galette gagne en popularité et devient très vite le repère privilégié de nombreuses célébrités, peintres, dessinateurs, acteurs. La guinguette ayant fait son temps, la salle de bal accueille au milieu du XXe siècle un music hall, puis des plateaux de télévision et de radio. Le moulin, lui, est restauré en 1978, mais ne sera plus jamais réutilisé. Inscrit au titre des monuments historiques en 1958, il est considéré à ce jour comme le dernier moulin à vent en état de marche de Paris. L'histoire du Moulin Rouge commence le 6 octobre 1889. Le lieu naît à une période faste en France et à Paris, la Belle Époque, où les maîtres mots sont insouciance et légèreté. Ouvert à l'initiative des hommes d'affaires Joseph Euler et Charles Schindler, le Moulin Rouge est, dès le début, une révolution. Tout est prêt pour que le tout Paris vienne se divertir dans ce petit coin de Montmartre. On y trouve même un immense éléphant, récupéré de l'exposition universelle de 1889 et à l'intérieur duquel il est possible d'entrer. Extravagant et original, le Moulin Rouge devient, en seulement quelques mois, le lieu où les bourgeois de toute la capitale viennent s'encanailler et côtoyer les filles de mauvaise vie. Mais si le cabaret se place à ce point en temple du divertissement, c'est aussi grâce au succès du French cancan. C'est cette célèbre danse au jupon levé qui va ravir les Parisiens et transformer le Moulin Rouge en sanctuaire de la fête et de la débauche. Aujourd'hui, le Moulin Rouge n'a presque rien perdu de sa grandeur, si ce n'est la désinvolture de ses débuts. Il reste toutefois un lieu magique du cabaret mondial et a vu naître bon nombre de danseurs et danseuses célèbres. Le Passe-Muraille est une nouvelle de Marcel Aimé, histoire d'un homme qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. L'action se déroule rue Norvin, à Montmartre, là où habitait Marcel Aimé. La place éponyme, située à l'extrémité de cette rue, abrite une statue réalisée par Jean Marais, représentant le personnage emprisonné dans un mur. La place du Tertre est située à quelques mètres de la basilique du Sacré-Cœur. Elle accueille de nombreux peintres ou caricaturistes, un des lieux les plus visités par les touristes. La place du Tertre correspond au centre de l'ancien village. Construite en 1926, la Villa Léandre fait partie de ces petites voies privilégiées, calmes, discrètes, nées sur les ruines du maquis le plus célèbre de Paris. Avec ses petites maisons de style anglo-normand ou art nouveau, ses pavés et ses petits jardinets qui rivalisent d'originalité, la petite impasse semble nous transporter loin de Paris, hors du temps. Cette impasse n'est pas sans rappeler quelques-unes des rues les plus emblématiques de la capitale britannique. Les minuscules jardinets fleuris, les beaux windows so British, les maisons de briques aux toits d'ardoise, les petits pavillons blancs aux volets colorés. Londres se dévoile ici par petites touches. Un paradis au cœur de Montmartre qui a évidemment un prix. Ici, les tarifs au mètre carré rivalisent avec ceux des rues les plus chères de la capitale. On se contentera donc d'y passer pour s'imprégner quelques instants du calme et du dépaysement que nous procure cette voie du 18e arrondissement.
La Bonne Franquette fut à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe un rendez-vous d'artistes. Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Zola s'attablaient assoiffés sous les tonnelles du jardin après l'ascension de la butte. En voisin venait aussi Suzanne Valadon et Utrio. Vincent van Gogh, qui habitait au 54 rue Le Pic avec son frère Théo, y a peint en 1886 son célèbre tableau La Guinguette dans les tons sombres de ses premières œuvres des Pays-Bas et de Bruxelles. Ce tableau appartient au groupe d'œuvres réalisées entre 1886 et 1887 des peintures de Montmartre dont il préférait l'ambiance pastorale à celle des scènes urbaines de Paris. Montmartre est plein de charme, avec ses rues pavées, ses artistes, ses bistrots, sa basilique et ses rues désormais célèbres. Visiter Montmartre est une obligation. Visiter Montmartre, c'est aussi plonger dans une atmosphère et un mode de vie bohème que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.